Je dirais que techniquement, les personnes neuroatypiques ont subi une espèce d'évolution, mais que biologiquement, le corps n'est pas prêt. Il y a surtout un mode de fonctionnement intellectuel, émotionnel, comportemental qui est distinct de ce qu'on a l'habitude d'observer et qui va comprendre des difficultés là où on n'a pas l'habitude de les observer avec une telle intensité, des aptitudes plus importantes. Depuis mes 20 ans, là c'est vrai que j'ai accepté complètement ma condition et c'est vrai que je me considère comme, oui, neuroatypique, faisant partie de la neurodiversité, ce genre de truc. J'avais l'étiquette loser sur la tête. Vraiment beaucoup de difficultés à l'école, plus lente que les autres, tout le temps fatiguée, feignante, j'avais envie de rien. C'était vraiment trop dur, je me suis toujours battue à l'école. Voilà, j'ai eu des cours particuliers et en fait, ça m'a vraiment limitée de ne pas savoir. Ça m'a vraiment enfermée dans une case, dans la case loser, dans la case tu feras jamais rien de ta vie. Il est probablement indispensable de se sortir de ces combats manichéens entre pro et anti-diagnostic. On a probablement pâti pendant longtemps en psychiatrie par ce rejet du diagnostic. Au quotidien, ce qui ressort, c'est la fatigabilité, beaucoup de fatigabilité. Parce que le fait de compenser, en plus, les gens s'en aperçoivent pas. Du coup, on est en permanence, cette surcompensation permanente fait que ça nous puise en énergie, quoi. Et on arrive le soir, on est épuisé, enfin le soir, à 13h, on est déjà épuisé. Mais on continue parce que voilà. Je ne comprenais pas tout à fait les rouages sociaux, les interactions sociales, je ne comprenais pas tellement. Puis plus j'avance dans l'âge, plus je comprends toutes les subtilités et la façon dont il faut se comporter dans la vie en général. Mon lycée, moi, avions eu des désaccords, c'était surtout à cause de la gestion du travail personnel qui était juste absurde, parce que vous imaginez écrire 3 énormes rapports et sacrifier 4 nuits de sommeil, 4 nuits de sommeil juste pour des devoirs. Non mais vous imaginez à quel point c'est juste pas supportable. Je ne peux pas effectuer une tâche si la consigne est trop vague. Et ça, c'est aussi un autre problème que je vois beaucoup dans les écoles, c'est que la plupart des consignes sont quand même pas mal vagues. Aujourd'hui, dans n'importe quel milieu, à commencer par le milieu scolaire, on a décidé de créer des programmes et de développer une pédagogie qui n'est pas différenciée. Donc, c'est-à-dire que c'est une pédagogie qui est globale et qui doit s'adapter au plus grand nombre. En voulant s'adapter au plus grand nombre, on en oublie les différentes formes d'intelligence et les différents profils, ce qui fait qu'on n'arrive plus à extraire vraiment le potentiel de chaque personne. Donc vraiment pas que dans le champ de l'autisme, dans le champ dans le champ des personnes neurotypiques, dans la population générale. Aujourd'hui, on n'a pas ce regard avisé qui individualise tout notre accompagnement. Ça se traduisait uniquement par une sensibilité accrue et puis peut-être aussi une façon de réfléchir un peu différente de la norme, j'ai envie de dire. J'accepte le diagnostic, la stigmatisation, même si j'en parle volontiers, mais je sais que les gens ont du mal à recevoir autant. Enfin, c'est compliqué de parler de la folie, par exemple, c'est compliqué de parler des gens en marge, c'est compliqué de parler d'handicap. Le handicap, aujourd'hui on appelle ça la situation de handicap, parce qu'en fait, nous sommes en situation de handicap au regard d'un contexte. A priori, si demain nous allons en Iran et que nous ne parlons pas iranien, nous allons être nous-mêmes en situation de handicap en fait. Notre rôle est probablement de recueillir les plaintes de nos patients, de mettre en évidence les symptômes dont ils souffrent et de les traiter lorsque cela est possible et nécessaire, mais aussi de ne pas psychiatriser, de ne pas surmédiquer des particularités,
singularités qui ne devraient pas être considérées comme des troubles, comme des anomalies, et qui pourraient conduire injustement à tout voir à travers le prisme d'une norme excessive, d'une volonté de standardiser en fait telle qu'on va voir des malades là où il n'y en a pas en fait. L'idée aussi, c'était de partir de champs, de domaines qui sont a priori des domaines plus investis ou plus aimés, qui sont plutôt les métiers de la nature, de l'environnement, les métiers du numérique, parce que moins social peut-être, et les métiers artistiques, où il y a beaucoup de créativité. Et donc c'était donner, du coup s'appuyer sur ces leviers qui sont a priori les goûts et les attractions évidentes des personnes, notamment avec autisme, et de pouvoir leur donner l'opportunité de vivre un parcours où ils peuvent exprimer leur créativité. C'est un petit gris, enfin un jeune petit gris, enfin j'aimerais même pas dire un petit gris, un gros gris, hein, voir les rayures. C'est comment que ça n'a pas ruiné mes cavités nasales. Curie. Ouais, c'est ça. Exactement. En même temps c'est normal parce que mon père ses plats il met tellement trop de curry dedans. Mais genre quand je dis en met trop, c'est qu'il en met trop. Ouais. Ma vie est à mon sang, ça veut dire que le goût des mozzas c'est pas c'est pas les mozzas, c'est Basilic. pas de truc piquant par contre. Alors je n'ai aucune idée de quelle plante ça vient ce truc, le dessous est collant. J'ai de l'autisme et un syndrome d'Asperger. Honnêtement, moi je considère plus ça comme un don. Parce que honnêtement, je crois que si je n'avais pas été autiste, je ne crois pas que ma vie serait la même aujourd'hui. Franchement, je parie entre un, je sais pas, entre un platane ou un érable. C'est vrai qu'au Québec, il n'y a pas cette lourdeur historique à la française par rapport à la différence, parce que comme c'est une nation qui par essence est très brassée, avec énormément de migrants, et bien effectivement la singularité individuelle d'essence elle est là, et elle est acceptée partout. Par rapport au Québec, on est à 0,5% de personnes avec autisme qui travaillent en milieu ordinaire, contre 20% au Québec. Il est vivant, moi ? Oui. Moi, ce que je possède surtout, c'est le sens du détail. Hein. Parce que c'est vrai que autrefois, on m'a dit que j'étais un perfectionniste, parce que je voulais que tout soit bien fait. Notre cerveau est techniquement un ordinateur sophistiqué et également fragile parce que c'est plus que des composants électroniques, c'est entièrement biologique. C'est des cellules qui ont décidé de se former ainsi pour créer une raison pour laquelle notre corps ou notre pensée est ainsi. Et les gens dans le spectre de l'autisme, les autistes et les neuroatypiques, ils ont un cerveau ordinateur qui n'a pas été monté de la même façon. C'est-à-dire on partirait du point A et on arriverait sur le point carotte en fait. C'est pas un point A au point B, on reste pas dans les mathématiques. Tout est source de nouveaux sujets de pensée. J'ai un dialogue intérieur avec moi-même permanent en fait, qui me fait analyser tout sur tout. Et ce que je vous dis là, je l'ai déjà analysé il y a des années en fait. Et j'analyse sans cesse de nouvelles choses. J'ai aussi reçu un diagnostic il y a 15 ou 16 ans, à force, maintenant je ne sais plus, qui parle d'hypersensibilité et de neuroatypie. À travers ce diagnostic et cette hypersensibilité, au début j'avais tendance à être un peu collée à cette étiquette qu'on m'a donnée, administrée,
et puis quotidiennement prendre des médicaments aussi, donc c'est un peu du bourrage de crâne, mais à un moment on choisit de... il y a cette possibilité de décoller et de redéfinir de quoi il s'agit en fait. On peut être pendant 4-5 heures sur un sujet, donc ça va faire une richesse, c'est un point fort parce qu'on peut travailler très longtemps sur un sujet, enfin très longtemps en fonction des gens, mais... et on va pouvoir être à fond. Et il y a la passion, moi c'est la passion qui m'anime, donc quand je suis dans un sujet, c'est ça qui me motive. On insiste beaucoup sur la connaissance de soi, parce que c'est parce qu'on se connaît, on sait quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, qu'on va pouvoir mieux cerner vers où on a envie de se diriger dans cette société. Avec le temps, j'ai fini par accepter de toucher une pension de handicap, par intermède aussi, parce que j'ai pas toujours eu besoin. Là, j'en ai à nouveau eu la nécessité, donc du coup, ça me permet d'avoir une stabilité financière. Se battre autant pour avoir une vie normale, c'est pas normal. J'aurais voulu être plus aidée par l'État dès le début et qu'on me dise mon handicap. C'est l'ignorance qui tue en fait et qui nous enferme dedans. Alors que de le savoir nous aide à le surpasser. En tout cas, c'est mon expérience qui me fait tenir ces propos. Ma motivation principale était de permettre à des jeunes qui n'ont pas accès aux rituels de passage ordinaires que les autres jeunes peuvent expérimenter. Je parle de toute forme de volontariat, les études classiques, le permis de conduire, le passage du bac, tous ces rituels de passage qui font qu'un jeune lambda en France, son passage de l'âge adolescent à l'âge adulte, il est rythmé par un certain nombre de rites qui vont faire que, à un moment, il va pouvoir se sentir pleinement adulte et en capacité de construire sa vie. À travers Ludosens, je crois que peu de gens qui fréquentaient le tiers-lieu étaient sensibilisés à la neurodiversité. On avait tous en tête ce que ça pouvait plus ou moins impliquer l'autisme, mais sans forcément avoir d'expérience ou de cas concrets. Là, on l'a tous vécu au quotidien et c'est depuis assez formidable. J'avais pas un schéma préétabli, mais j'avais vite fait de mettre ces neuroatypiques dans certaines cases. Et en fait, en fréquentant pas des cases, mais des personnes, on se rend compte que c'est pas du tout évident, qu'il y a autant de neurodiversité qu'il y a de personnes neuroatypiques. On va faire la séquence en entier jusqu'au nom, avec le regard fixe caméra, et après on fera son axe, son masque. Ok ? On fait un tournage pour la vidéo finale. C'est une scène où on imite le geste de la bise et qu'on le transforme petit à petit en geste du non. Je fais pas la bise régulièrement parce que j'aime pas le contact des visages sur mon visage. Du coup, je donne mes cheveux. La vidéo parle de nous, neuroatypiques, avons du mal avec l'adaptation qui nous fatigue et comme la bise, faire la bise ou tout simplement communiquer avec les autres personnes. Je suis contente d'être à Ludosens pour me rendre compte que j'ai en fait des trucs à transmettre et qu'il y ait du répondant aussi avec les 3 jeunes femmes, la nouvelle promo. Et je pense que c'est absolument pas technique ni méthodologique. Je pense qu'il y a surtout un aspect d'autorisation. On peut être distributeur d'autorisation quand on est artiste en fait. Avis tempête pour tous ceux qui aiment les sushis. L'idée, c'était de donner l'occasion à ces jeunes, avec leurs difficultés, avec leur vulnérabilité, de vivre une expérience collective avec d'autres jeunes, où ils allaient pouvoir également expérimenter ce que c'est que un peu le milieu du travail, s'interroger sur eux-mêmes, qui je suis, quelles sont mes forces, mes faiblesses. Ludosens n'est pas une démarche qui n'a que pour unique but d'aider des jeunes à mieux vivre, mais c'est une démarche qui vise également, et
il serait nécessaire que la société en prenne conscience, qui vise à un bénéfice commun à l'intégralité en fait, hein, de notre société, hein, de notre système. Ça m'a permis de rencontrer plein de gens. Dans ma promo, j'ai des amis. Je suis quelqu'un de assez sensible et il y a pas mal de choses que doivent surmonter les personnes avec des TSA que moi aussi. Les endroits où c'est très bruyant, où il y a les lumières, les personnes, tout ça c'est quelque chose. Moi c'est pas facile pour moi toujours, j'ai besoin de m'isoler. J'ai envie d'en apprendre plus en tout cas. Terre d'Osmose et Ludosens, on a créé un parcours permaculturel. Donc la permaculture, c'est prendre soin du vivant, prendre soin des hommes et distribuer les surplus. Avec le jardin, on travaille sur les 5 sens. Ouais. Et l'écoute, tu vois, ce matin c'est merveilleux, là, l'écoute des oiseaux. Ouais. Mais aussi le toucher la terre, toucher les plantes, ce lien qu'il y a entre les deux, l'odorat, le goût. Je suis avec des êtres humains comme moi, quoi. Avec des êtres sensibles, je dirais même avec des êtres hypersensibles. Et je pense qu'on leur amène de la confiance, qu'on valorise ce qu'ils sont en train de faire, que finalement il y a un cœur qui est partagé à l'ouvrage. Au bout d'un moment, en fait, juste le regard, il y a de la compréhension mutuelle, une confiance mutuelle. Père, PAIR et danse, c'est-à-dire qu'il y ait des jeunes qui se retrouvent dans leur sensibilité et dans leur particularité, dans leur parcours, et qu'ils soient ensemble, et que le fait d'être ensemble, ça puisse être une clé pour progresser. On est à égalité entre les gens, on s'entend bien, on s'écoute, on a la patience, surtout pour moi qui a tendance à peut-être en faire un peu trop des fois. Et c'est plaisant d'être avec des gens qui nous veulent que du bien. Ce qu'on fait avec l'asso, pour moi, c'est avant tout pas une rédemption, mais une façon de m'exprimer. Je pense que mes collègues, c'est la même chose, c'est avant tout une façon de s'exprimer. Et si ça peut parler, alors ça parlera, mais en tout cas pour moi, c'est avant tout une façon de m'auto-guérir ou d'accepter encore plus qui je suis, d'aller au-delà, ce genre de truc. C'est un projet qui aboutit, quoi. Enfin, qui va aboutir. J'ai pas beaucoup connu ça dans ma vie, là ça va aboutir. C'est nouveau pour moi, mais c'est bien, c'est positif, enfin, c'est bien. Si vous avez envie de raconter un souvenir en lien avec une balade, un moment de cueillette, un moment de partage autour de la nature. Moi c'est Léo et mon souvenir, pour mes grands souvenirs, c'est au jardin de mon grand-père cueillir des cerises. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot? Est-ce que vous l'avez déjà entendu? Non. Qui a déjà entendu ce mot? Ok. La plupart des gens voient un canard, mais certains d'entre vous ont peut-être vu un lapin. Quel que soit celui que vous ayez vu, vous êtes correct. Ceci est juste un dessin complexe pour vous montrer que tous les cerveaux fonctionnent différemment. Quand il y a quelque chose qui te gêne, essayez de trouver ce qui te gêne pour l'arrêter. Nous, ça nous aurait aidé qu'à votre âge, on nous accepte avec nos différences. Parce
qu'on n'a pas eu la chance d'avoir beaucoup d'amis et des personnes qui savent ce qu'on a et qui peuvent et qui nous intégrer. Voilà. Au collège, je n'étais plus en phase avec les gens. J'avais beaucoup de mal à communiquer et puis au bout d'un moment, j'ai complètement laissé tomber d'essayer de parler aux gens parce que au bout d'un moment, quand l'incompréhension me frappait, j'avais tendance à paniquer et je ne me rendais même plus compte de ce que moi-même je faisais. La moitié du temps, ça n'avait aucun sens, aussi bien pour les autres que pour moi, quand je réagissais, quand je parlais ou quand j'agissais tout simplement. Des fois, les élèves, ils m'agressaient, c'était assez énervant, mais bon, voilà. Donc j'avais des difficultés avec mes parents, j'avais des difficultés d'argent, voilà. Des difficultés pour apprendre, des difficultés de mémorisation, des difficultés d'apprentissage. Voilà, des difficultés en amour, des difficultés pour se faire des amis. En fait, j'avais plein d'émotions négatives, d'ailleurs j'en ai toujours beaucoup. Mais j'étais souvent en colère, mais j'osais pas l'exprimer parce que j'avais très peur des gens en fait, de mes parents, des gens en général. Ils n'étaient pas très patients, ils me comprenaient pas et tout ça. Donc j'avais vraiment très peur. Sur Eau de Radio 91.3 FM et sur eau-de-radio.fr. Ce qu'on a décidé, c'était de faire de la sensibilisation, histoire que les personnes neurotypiques puissent comprendre que ces comportements sont réels, que ces caractéristiques sont réelles et qu'ils puissent les comprendre pour mieux supporter les personnes concernées, et aussi afin que les personnes neuroatypiques se comprennent, se remarquent dans cette histoire et puissent avancer un peu mieux pour certains qui sont encore dans le flou dans leur diagnostic. Et juste pour la BD, donc Ma vie atypique, on peut la retrouver sur le site fnac.com, Iggybook, ou en librairie, donc à la librairie Contretemps qui se trouve à Bègle, ou encore à la machine à lire à Bordeaux. C'est une nouvelle expérience aussi pour moi parce que je n'étais jamais passé à la radio. Donc une nouvelle situation, comment gérer son stress aussi face à cette situation. Donc voilà, je pense qu'après ça peut m'aider pour les entretiens aussi, voilà, parce que voilà, je suis passé à la radio, un entretien c'est pas grand chose comparé, oui. Voilà. Et de donner notre point de vue, de justement étendre cette sensibilisation à la neuroatypicité et de voir que voilà, il y a de plus en plus de monde qui vont être au courant. J'adore la musique, je préfère l'écouter, elle me permet de calmer mes angoisses qui sont souvent là, car j'ai un trouble anxieux généralisé. J'ai mon brevet, j'ai fait 3 secondes, jamais entière, et puis j'ai arrêté de forcer en fait. J'ai avancé sans l'école, j'ai décidé de mettre en place toutes les prises en charge dont j'avais besoin pour évoluer le mieux possible, en espérant à un moment donné pouvoir travailler. J'ai réussi à avancer, ce qui m'a amené à faire ce service civique, qui est une première étape. Je suis dans la promotion artistique. Cela me permet de réfléchir et d'avoir plus de réflexion sur le sujet, en fait. Ça me permet aussi d'apprendre à travailler en groupe et d'améliorer ma confiance en moi, qui n'est pas vraiment très haute. Ici, j'ai décidé de nommer mes différences, mais ces différences ne sont qu'une partie de moi. Beaucoup me jugent et s'arrêtent au diagnostic, en fait, et sans chercher plus loin. Pour me connaître, je suis tellement plus qu'un diagnostic, en fait, je suis juste moi. Ce que vous faites avec cette association et tout, je trouve ça vraiment magnifique et ça prouve que ça avance et que ça évolue. Donc merci beaucoup à vous. Et donc on a appris beaucoup de choses, on a parlé du harcèlement et des manières de savoir si oui ou non on est autiste, parce qu'on peut très bien l'être sans que ça nous dérange ou même sans le savoir, et ça peut nous enlever un poids, etc. Qui a été mis en commun à travers 9 mois, plus exactement un groupe de 3 co-dessinateurs et dessinatrices, ou auteurs, autrices. C'est un roman graphique
qui parle du neuroatypisme, du spectre de l'autisme. Alors j'ai fait la majorité du dessin et du scénario techniquement et de l'écriture. J'ai choisi les couleurs et les formes techniquement avec les silhouettes. J'en suis plus que fier, j'en suis honoré même. Donc ça commence par ça. Trop c'est trop, c'est le titre. Donc ça raconte une anecdote, une petite fille qui est moi en fait, j'ai juste changé le prénom. Ça dit en quoi c'est difficile de se lever le matin, d'aller à l'école et j'exprime les difficultés ressenties, les émotions. Ne mépriser la sensibilité de personne, la sensibilité de chacun c'est son génie. Charles Baudelaire. Moi j'aurais tendance à dire que notre devoir est de comprendre que l'espèce humaine est extrêmement diverse et que c'est probablement ce qui fait sa richesse et sa force et que pour des raisons que peut-être les sociologues ou les anthropologues sauront expliquer mieux que moi, certaines dérives normatives ont fait qu'on a peut-être oublié que cette diversité était indispensable et qu'il appartenait à chacun de nous de la prendre en considération et de permettre cette coexistence de chaque individu avec ses différences. Ils ont une vision différente et en les côtoyant, ça nous emmène, nous, à nous interroger sur nos propres manières de fonctionner. On dit que l'autisme, c'est une difficulté à communiquer, à gérer ses émotions, à comprendre les codes sociaux, à maîtriser les codes sociaux. Bon, ça, c'est les définitions un peu standards. Mais finalement, est-ce que ça ne vient pas nous interroger nous-mêmes sur notre propre façon de communiquer, de gérer les émotions, sur notre propre part à l'intérieur de nous voilà, est-ce que nous-mêmes, on sait regarder les gens dans les yeux? Est-ce que quand on s'adresse à quelqu'un, est-ce qu'on est toujours là, présent d'où on part quand on s'adresse à quelqu'un? Enfin, ça vient nous interroger aussi sur tout ça, sur nos propres hypersensibilités. Ça vient nous interroger sur cette normalité qui n'est absolument pas, qui est une illusion totale. Il n'y a pas de normalité. C'est une invitation en fait à la souplesse, une invitation à sortir des systèmes rigides qui ne fonctionnent plus et qui sont à mon avis amenés à disparaître. C'est une invitation à aller à l'écoute de sa propre hypersensibilité, à la célébrer, à l'accueillir, à ne pas en faire un objet de honte. Concernant les listes, je me disais c'est nul, ça va servir à rien, je vais pas y arriver, il y a trop de choses. Je me disais aussi c'est nul de devoir tout planifier, on n'a pas de vie, enfin c'est chiant, rien n'est naturel. Puis au final j'y arrive, mais des fois j'y arrive pas complètement. Et je me dis, même si j'y arrive pas complètement, au moins j'essaye. Et puis c'est à force de faire les choses qu'on y arrive. Le parcours diagnostic que j'ai fait, ça m'a vraiment permis dans un premier temps de mettre une étiquette, plusieurs étiquettes en quelque sorte, mais pour ensuite m'en sortir et aller de l'avant avec un parcours, un bagage, avec plus de connaissances sur moi et du coup des aménagements possibles, notamment dans la vie professionnelle. Et c'est ce qui m'a permis notamment de trouver un emploi en étant qui je suis, sans le cacher et sans en avoir honte. Je suis une personne qui évolue, qui se transforme, qui s'améliore au fil des années. C'est l'histoire de ma vie en fait, de s'améliorer, de changer,